C'est vrai que pour passer de P12 à N3 en badminton, je vous ai jamais parlé de mon entraînement. Je vous ai jamais dit qu'est-ce que j'avais utilisé réellement pour monter tous les niveaux, T7, R6, R5, R4, très rapidement en quelques mois et qu'au bout d'un an et demi. N3, on peut le voir le 31 août 2023 et le premier tournoi était le 27 novembre 2021. Ah, c'est vrai que ça fait un peu plus qu'un an et demi. Ça fait 1 an et 9 mois quasiment. Bon, c'était mieux quand même sur le titre de mettre 1 an et demi. On était plus près d'1 an et demi que des 2 ans. Donc tout de suite, vous allez découvrir ce que j'ai fait les mois précédents. Parce que je suis pas resté que en France. Parce que j'ai cherché à m'entraîner différemment. J'ai vraiment voulu essayer de monter le plus vite possible au niveau N. Déjà me prouver si je pouvais le faire, si c'était possible. Je n'étais même pas sûr qu'en commençant le bad aussi tard, je pouvais un jour espérer monter N3. Je savais même pas. Puis je me disais aussi qu'un jour je documenterais peut-être ça pour en motiver d'autres. Donc avant de vous parler de cette demi-finale le 8 juillet 2023 qui est le jour officiel où je suis passé N3, je m'en souviendrai toute ma vie, un tournoi où je me suis arraché, vous allez comprendre pourquoi je dis arraché. Vous voyez cette belle salle, toute bleue, magnifique, avec des, je sais pas comment on appelle ça, des spots de lumière qui sont parfaits, qui sont sur les côtés, qui ne gênent pas, qui éclairaient la salle parfaitement, la salle résonne comme pas possible. Un des meilleurs cours, si ce n'est le meilleur cours de badminton que j'ai pu jouer. J'ai vraiment adoré les sensations, ça résonnait. Je joue contre un Indien et je ne suis pas du tout en Inde, je suis au Québec. Et j'ai continué du coup ma stratégie de me dire je vais jouer contre des joueurs différents et je vais aller progresser pendant que les autres dorment. En étant accro au bad, je me suis vite rendu compte que il y avait 2 périodes très compliquées l'année. Il y avait la période de Noël où il y a un mois complet où il n'y a pas un seul tournoi. Du 15 décembre au 15 janvier, il n'y a quasiment pas de tournoi. Il y a quelques interclubs qui commencent début janvier. Mais il n'y a rien. Donc une période de creux de 1 mois avec le gymnase souvent qui est fermé la semaine de Noël du Nouvel An. Vous allez me dire, bah oui Antoine c'est bien, repose-toi, tranquille. Non, ça m'énerve. Oui, je fais un repas de Noël le 24, mais le 25 j'ai déjà envie de jouer pour éliminer mon repas. Donc le 25 ça m'énerve, le 26 ça m'énerve, le 27 ça m'énerve, le 28 et ainsi de suite. Je progresse pas, j'ai l'impression de stagner, ça m'énerve. Donc Noël, et encore pire, l'été, c'est la deuxième période où ça coince, en tant que dopé du badminton. À partir de mi-juillet jusqu'à fin août, 1 mois et demi, sans bad. Encore une fois, il n'y a rien, pas de tournoi, pas d'entraînement, les joueurs sont en vacances, ils sont pas là, tu peux rien faire. Donc quand j'ai vu l'été arriver, je me suis dit, je vais partir en voyage. En voyage pour aller faire du badminton. Donc j'ai tapé une destination que j'avais vraiment envie de faire. À ce moment-là, je savais même pas c'était quoi les endroits où on faisait vraiment du bad. Parce que je pense que je serais allé en Inde, en Indonésie, en Thaïlande, où vous voulez, mais je serais pas allé au Québec. C'est pas l'endroit du badminton non plus. Mais Montréal, c'est une grande ville, il y a des bons clubs de bad, il y a des bons joueurs, et j'ai été surpris d'y trouver vraiment mon compte. Donc je me suis dit, j'ai envie de découvrir le Québec, je vais me faire un petit voyage tout seul, tranquille, pendant 2-3 semaines, 1 mois. Pendant le temps où le gymnase est fermé chez moi. Et puis quand je vais revenir fin août, début septembre, je vais dire ouais, j'étais en vacances comme tout le monde. Non, je serai allé m'entraîner dans mon coin et ça sera très bien. Mais j'ai pensé à vous et j'ai filmé tout ça. J'ai filmé beaucoup de matchs là-bas. Donc là, j'étais dans ma période R6, R5, R4, donc juste avant le niveau N. Ah, même quand même bien avant, je devais être R6 là à ce moment-là, R6 ou R5. Parce qu'on est l'été et je vais passer N à la fin, en juillet. Ça a fait partie, si on peut dire, de mes petits secrets d'entraînement, c'est de pouvoir jouer d'une part avec des joueurs différents, parce que franchement à chaque fois que j'ai bougé de pays pour jouer avec d'autres joueurs, c'est pas les mêmes styles de jeu, c'est pas même la même manière de juger si le volant est bon ou pas bon. J'ai été tellement surpris de là-bas le volant, même quand je le vois ligne, il dit oh, il est faute. Genre ils ont pas de doute, si ils sont un peu suspicieux, c'est faute. Alors qu'en France on est là, on croise les bras sur la ligne, on fait il est peut-être bon, peut-être pas bon. Ah, je vais le prendre, je pense que je vais le prendre. Non, tu veux le remettre? Ouais. Bon, on le remet, il y a pas de ça du tout. Là-bas, c'est rien de, c'est juste, il est faute. Il y a un petit, genre on hésite, non, c'est faute. Bon, donc ça surprend, mais plein de détails comme ça qui sont hyper intéressants et les styles de jeu sont pas les mêmes. Là, je jouais contre Ashwin, qui a été une super rencontre, un Indien, vous voyez, qui est blessé à la jambe. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il a juste une super main, un super revers, et en fait, il arrivait à me prendre des sets et à me battre, même la plupart du temps au début, sans bouger. Juste en lisant bien mon jeu et en m'embêtant. Ça va me faire plaisir de regarder ça. Vous voyez le revers. Regardez comment ça me perturbe rien qu'un revers. Parce que je suis vraiment pas habitué. Même encore à mon niveau, il n'y a pas grand monde qui a vraiment un revers de dingue. Donc quand il arrive en revers comme ça, je me dis bon bah ça amortit au fil. Allez, au mieux ça va là. Et peut-être là, croisé quoi. Là, moi j'arrive en courant. Regardez, j'arrive, je suis là, je suis prêt. Je fais c'est quoi ce délire? Comment ça va si loin? Donc là, je suis méga en retard. Donc c'était hyper intéressant de jouer avec ce genre de joueur. Donc moi j'ai des coups surprenants souvent dans le retard. Donc j'arrive à gagner ce point. Mais parce qu'il bouge pas, il peut pas être mobile. On voit que moi je bouge dans tous les sens. Lui il a pas grand chose à faire.
Ah, je mettais un slice. Bon, je crois que j'avais mis que des bons points de moi là. Il m'allume. Ah, ça me fait bizarre de revoir ça. Ah, ça faisait des bons points. Hein. Ah, la croisée. Ah, elle avait une super main dans tous les coins et c'était dur à lire. Et il y a vraiment un bon entraînement. Vous voyez, on est tout seul. Il y avait en tout 4 terrains, je crois, quand il n'y avait pas ce truc-là au bout. Là. Et donc, je jouais avec lui. Lui, pareil, c'était intéressant. C'est un ancien garde du corps. Et là, il a fait garde du corps pour le président américain, je crois. Il a vraiment un gros passif dans tout ce qui est militaire, dans tout ce qui est garde du corps, etc. Et c'était un délire. Il avait genre 45 ans. Increvable. En fait, c'est physiquement, il y est plus, je pense, par rapport à avant. Il joue pas hyper bien. Il s'est mis au bad il y avait 5 ans. Mais un physique et un mental, un délire. Donc, même de lui, il y avait plein de choses à prendre. Lui, c'était mon vrai bon pote là-bas aussi, avec qui je jouais. Et lui, j'avais beaucoup de peine à le battre. Il valait plus, il avait été niveau A là-bas, donc ce qui vaut sûrement N en France. Et j'avais des difficultés à le battre. C'est beaucoup aussi des joueurs de squash là-bas. Il n'avait pas un jeu très beau, c'était pas des beaux gestes, mais il jouait hyper intelligemment, c'était compliqué. J'aimerais bien jouer contre lui, voir ce que ça donne aujourd'hui. Là, c'était encore contre Ashwin. Il aimait pas mon slice là-bas. Déjà, je voulais finir très vite, hein, j'avais ces coups surprenants. Ouais, ça, je lui faisais à chaque fois, ça. C'était mon petit plaisir. Ah, il était vraiment blessé à la jambe, hein, vous voyez, il joue pas. Alors ces matchs, on en a fait beaucoup, c'était pas les meilleurs extraits, hein, mais on en a fait énormément au Québec et ça m'a tellement aidé, tellement fait progresser. Je vous avais montré hein, quand je revenais du coup, donc là en R6, là c'est le moment où je suis revenu justement du Québec, back to school, bam, premier tournoi, je gagne. C'est là d'ailleurs où je fais une super saison derrière, vous voyez un autre tournoi après en octobre, je gagne. Un autre tournoi après fin octobre, je gagne encore. Tournoi là, je gagne tous mes matchs, je gagne 5 novembre. Donc c'était après ça. Ça m'a aidé à continuer ma progression R6, R5 jusqu'à R4. Et donc l'année passe, je fais des matchs serrés et je joue contre mes premiers R4, mes premiers R5. Dédicace à des matchs comme avec Lucas par exemple, qui a énormément progressé aussi. Ce tournoi-là, moi si je dois donner un classement où j'ai commencé à galérer, c'est vraiment R4. C'était juste avant de passer N3. Et là, on peut le voir, hein, contre un R4, je gagne 25-23. Donc, c'est ce match-là que vous voyez à la fin contre Lucas. Et je vous jure que la fin, je crois que j'ai dû me jeter en match 2 fois par terre dans toute ma vie, dans tous les matchs que j'ai fait. Et il y en a une fois, c'était là, juste là. Et là, il loupe son volant. Et il devait y avoir 23-23. Hein. Il y avait 19-13 pour lui ou un truc comme ça. Et en fait, je reviens à 19-19 ou 20-20. Pression de malade, il fait des fautes, il est crispé, etc. Et à la fin, je fais ce saut, je me dis putain, c'est pas possible. En fait, ce saut est sorti tout seul de moi. Je me dis, oh non, je peux pas ne pas gagner ce match après toute la remontée que j'ai faite. Ah, il pouvait clairement me refinir derrière. Et ça, c'est le dernier point d'ailleurs, 24-23 pour moi. Et là, il me met à côté. Et il est deg. Vous voyez, il est deg de chez deg. Parce que, en vrai, je lui ai volé ce match. J'aurais même pas dû le gagner celui-là. Je sais même plus comment je suis remonté. Vous voyez le truc, c'était hyper serré. 21-12, il me met. Après, je lui mets 12. Et puis, on a bien joué en même temps. Le dernier set, souvent, c'est ça. J'avais perdu là contre un autre joueur que je jouais hyper régulièrement. Et Jimmy, pareil, je crois que je perdais toujours contre lui. Donc, bref, R4, ça devenait tendu pour moi. Ça devenait serré. Et on était en mars. Et je me suis dit, bon, Antoine, t'es monté facilement jusqu'à R4. Il est temps que tu refasses ta stratégie où tu pars à l'étranger et tu vas jouer cette fois-ci du côté de l'Indonésie. Allez, c'est bon, let's go quoi. Va vraiment bien jouer quoi. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Hein. Si vous allez sur ma chaîne, hein, sur Antoine Badak, je les ai laissés un petit peu. C'est des matchs que j'avais mis en fait il y a un an pour justement que les coachs ou que moi je m'en souvienne. Mais j'avais pas pour idée encore de faire la chaîne YouTube. J'étais R4, vous voyez, R4 contre joueur national indonésien. Et donc on jouait. J'arrive à Bali et je vois des salles parfaites. Encore une fois, des lumières comme ça. Bali. Vous voyez, le hangar, on le voit, il est dégueulasse. D'extérieur, je me suis dit, mais dans quoi je rentre et tout Les salles vont être pourries. Et en fait, non. Là-bas, ils ont la culture du bad, que des lignes de bad, des tapis verts directs qui accrochent bien. Alors, il fait très chaud parce qu'il n'y a pas d'air conditionné. Mais c'est pas grave, je me suis dit, bon, ça va être un bon entraînement. Mais les lumières sont parfaites, on voit trop bien le volant, c'est un délire. Les murs sont verts, le volant est blanc.
C'est une dinguerie. Mais le Smash est hyper fort. Tout est génial, quoi. Vous pouvez voir des matchs. Donc là, je suis R4 et je me dis, putain, il faut que je m'entraîne à passer N3, quoi. Il faut que j'ai ce niveau et que je roule un peu plus sur les gens. Donc là, Gastano, c'est pareil, il se donne jamais vraiment à fond. Et après, je vous laisse des petits points quand même. Gastano, pour l'histoire, c'était 3e ou 4e indonésien junior. Donc c'est-à-dire, il y avait peut-être Ginting, il y avait peut-être Pranoy, etc. Tous les gros qu'on connaît, il y avait lui aussi. Et il n'a pas été pris, ils n'ont pas voulu l'emmener sur le circuit international. Peut-être lui aussi il manquait de budget ou j'en sais rien. Mais il avait ce niveau-là. Il a déjà fait des 3-7 avec Pranoy, etc. Des gros matchs. Il a eu un rang mondial, mais il n'a pas pu. Il a eu 200 ou 300e mondial, mais il n'a pas pu aller plus loin parce que il n'avait pas le budget, quoi. Et de tous les joueurs que j'ai joué aujourd'hui avec Léo, Van Gisel, avec Baptiste, enfin les N1 que j'ai pu défier, c'est aussi fort, si ce n'est plus fort Gastano, même que Léo. C'est différent, c'est beaucoup dans la fixation. Mais quand il met les jambes à fond, il me le faisait de temps en temps, je pouvais rien faire. Là, il met pas les jambes, quoi, il se chill. Vous voyez? Il me fait jouer. Et je fais toujours la faute avant lui. Après, là, j'ai mis des bons extraits aussi, hein, où il y a des bons rallyes. Il y a plein de points où je vois pas le volant. Vous voyez, il est gentil avec moi. Vous voyez, j'arrive pas à casser le rythme. En fait, déjà, il fait chaud. J'arrive pas à me dire, je vais me mettre une déterre. Lui, il est tellement tranquille. C'est lui qui met ce petit rythme lent. Regardez comment je suis mort. Ah, j'ai beau faire ce que je veux, ça revient toujours. Là, je suis épuisé. Il s'amuse. Regardez ça. Là, depuis tout à l'heure, il joue lent. Regardez la vitesse à laquelle il pivote et il se match. Ah, c'est un tout petit peu faute. C'est ça les changements de rythme. C'est ça ce qu'il dit, lui, agility. Il dit, nous, les Français, vous n'êtes pas agiles. C'est-à-dire les petits exercices que vous pouvez faire de shadow ou les pieds rapides, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais on déclenche très lentement le premier pas. Et lui, il m'expliquait en Indonésie, il déclenche très vite. Il dit, c'est ça que je dois travailler, etc. Je sais pas faire de changement de rythme comme il faut. Donc il m'a débloqué plein de choses. La vitesse à laquelle ça gicle de sa raquette, c'est-à-dire le volant, quand il sort de sa raquette, il part vraiment beaucoup plus vite que moi. Moi, c'est très lent, très mou. Il a le temps de se positionner. Lui, j'ai pas le temps de voir ce qui se passe. Ça gicle beaucoup plus vite. Donc, avec le relâché serré, il faut que je le travaille pour que ça crée un décalage et un bug dans le pied de mon adversaire. Son timing est parfait. Il s'adapte direct au timing de la personne. Des fois, vous vous faites fixer, vous comprenez pas pourquoi. Mais lui, vous inquiétez pas, regardez bien. Il fait sa reprise d'appui, il bouge pas. Il voit où ça va, hop, il part. Alors que pourtant, ça, c'est une fixation qui fait toujours mal. En match, je marque plein de points avec ça. J'arme et en fait on dirait que je vais la poser. Alors là je sais pas si je l'ai très bien faite, hein, mais des fois je vais la poser là, en fait je la tends très fort là-bas. Lui ça lui fait pas très mal. Il a le temps d'y aller tranquille et même de mettre de la vitesse derrière. Là je peux smatcher fort, faire tout ce que je veux, j'essaie de fixer, je fais mes meilleurs coups, y a rien qui peut fonctionner. Ouais, des fois ça passe. Bon, on a joué comme ça tous les jours pendant 15 jours, 20 jours, un mois à Bali. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'il y a un trou entre le 13 mai, ici, et le 10 juin. Un mois où je pars à Bali ici. Quand je reviens, je vous avoue que j'ai aucune idée de mon niveau. Je sais pas si je vais rouler sur tout le monde parce qu'en fait, je viens de jouer avec un top player trop fort qui a un niveau large au-dessus des joueurs que je vais jouer R4. Puis à force de le jouer, je commençais à être meilleur, à comprendre son jeu et tout, à faire des matchs plus serrés, mais bon... il n'y a toujours pas photo. Donc je sais pas si je vais être hyper bon ou si je vais être déréglé. Et donc je vais en tournoi. J'avais réservé justement des tournois pile à mon retour pour voir ça direct et voir si je pouvais passer N3 parce qu'il me manquait en fait une ou deux perfs et j'étais N3. Ça y est, je voulais l'être avant cette fin 2023. Je me suis dit, si je le suis pas, je dois attendre encore l'été, repartir et je le serai en 2024. Ça, c'est juste une histoire d'ego. Hein. C'était juste une histoire de me dire... et de défi personnel, dire allez je peux être N3 en commençant le bad à 25 ans en un an et demi quoi, en moins de 2 ans quoi. Et donc je suis le tournoi à Dorvo, je joue contre un R5, je perds au 3ème set direct, je joue contre un R6 après et je perds au 3ème set direct. En m'ayant entraîné avec un top. J'ai l'impression que j'étais en fait à mon niveau le plus pourri. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est pas pour me trouver d'excuses, hein, je vous le partage comme je l'ai vécu. Quand je suis arrivé dans cette salle, j'ai dit waouh, je vois plus le volant. J'étais habitué à un mur vert parfait avec un volant bien blanc et je voyais nickel le volant. Du coup, ma perception, ma réaction était hyper vive. Je voyais rien.
Là, c'était blanc sur blanc, ou je sais pas, j'arrive même plus à voir. J'entendais rien, j'entendais pas mon volant, j'avais plus de sensations. J'ai l'impression que le bad, c'était devenu chiant à jouer. Enfin, pas chiant, mais j'avais perdu 90% des sensations. Parce qu'il y a plein de joueurs dans la salle, parce que les salles sont multisports et très hautes et très grandes et insonorisées. Enfin bref, on n'a pas du tout cette sensation de taper hyper fort comme je l'avais avec Guestano dans un hangar parfait juste pour le bad. Les lumières, pareil, des fois elles gênent et tout. En fait, du coup, j'ai l'impression d'être plus du tout impactant. C'est plein de trucs qui me déroutaient. Donc que des matchs serrés. On voit même que là, ce dernier match qui était le deuxième, je crois, je le laisse passer. Je dis 21-6, je vois que je gagne le premier. Il gagne le deuxième, que c'est encore serré, ça me gave. Je laisse tomber, je dis vas-y 6, vas-y prends ton match. On verra au prochain tournoi, là faut que je réfléchisse à autre chose là. Ça va pas. Donc je me dis pas ouf, mais bon c'est pas grave, j'en ai réservé plein d'autres derrière, je vais me ressaisir. Donc il y avait celui-ci, tournoi de Guichin, pas très loin de chez moi, un gros tournoi et tout. Je me dis bon let's go ça. Pas un match gagné. Je joue contre du R4, que du R4. Donc lui, Emeric, très fort. Franchement même c'est pas un problème venant de moi ou j'en sais rien. Je le trouve vraiment très fort. Je l'avais déjà joué et je savais que ça allait être dur. Je perds 15 et 15. J'avais fait mieux la première fois où je l'avais joué. Charlie Perrin, je vois pas les volants. J'étais là dans la salle, je voyais pas ce qui se passait. En fait, j'avais pas l'envie de jouer. Je me disais, j'étais là, mais c'est trop différent, je me sens pas bien. J'avais ce truc, je vais être honnête avec vous, j'avais ce truc de... Putain, je joue contre des joueurs qui sont tellement moins forts que ce que j'ai joué avec Guestano. C'est pas, je me sentais au-dessus, mais un peu. Genre, je me disais... je sais pas, comme si t'as plus l'envie, tu te dis, putain... j'ai pas envie de dire je suis au-dessus de ça parce que ça fait vraiment prétentieux et c'est pas ce que j'ai. Tous les joueurs que je joue ont tellement plus d'expérience que moi et s'ils gagnent sur le match, point barre, ils sont meilleurs que moi sur le match. Terminé, il y a rien d'autre à dire. Mais je vous parle, cette chaîne, de mes sentiments et de ce que je ressens après être allé en Indonésie et jouer avec un super bon joueur tout le temps. Mais sur le fait, ça m'a pas aidé. Ça m'a trop déréglé, ça m'a trop dérouté, que ce soit mentalement ou physiquement. Alors lui, je l'avais déjà joué et dans le match, je joue même pas. Je joue pas, je bouge même pas. Je me dis au deuxième set, vas-y, je bouge un peu plus. C'est un match. Bon, j'en parlerai même pas. Vous voyez, je suis dégoûté de ces tournois parce que, évidemment, il y a des matchs que je devais gagner. Mais je me bougeais même pas. Intérieurement, j'étais mort. Genre, j'avais même pas envie. Tournoi d'après, donc vous voyez, j'avais enchaîné les tournois justement. Je voulais passer N3 avant. Et là, ça commence à puer parce qu'on est le 17 juin. Là, on arrive le 24 juin. Mais après, on est en juillet. C'est terminé. On part. J'ai toujours pas fait de perf. Rosé, tournoi de Rosé, je gagne toujours pas un match. Je vous le refais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs que j'ai joué en tournoi sur 3 tournois différents. Donc faut arrêter, 3 tirages différents, il y a des moments où il y a la place de passer. Depuis que je suis allé m'entraîner comme un fou, je n'ai pas gagné un seul match. Donc je me dis, waouh, là, ça commence à être chaud. Là, en plus, je perds encore au 3ème, il me manque ce petit truc, il a été meilleur que moi encore une fois. Là, Corentin Chemin... pareil, il gagne 21-18, 21-14, très fort. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Je m'en souviens, même en canikit contre un R6, je fais un match serré, 21-19, 21-18. J'étais fatigué sur ce match, en fait j'avais un état de fatigue, un état de plus d'envie. C'était vraiment mental plus que physique. Je me trouvais des problèmes physiques sur la respiration et tout, mais en fait c'était vraiment mental, j'étais paralysé. J'avais plus de confiance en moi, j'avais plus d'envie de jouer avec ça, avec ce cadre, avec... c'est ce ressenti de volant qui était nul, etc. Donc il a fallu faire un gros travail dans ma tête parce que j'ai laissé passer plein de tournois. Et là, 1er juillet, il y a eu un switch, commence à être mieux. Je fais un tournoi un peu moins fort où je suis tête de série. Donc là, je fais du R5, je gagne 16 et 11, ça me fait du bien. Un autre R5, je gagne 10 et 7. Un autre R5, bien fort, je gagne 18 au 3ème. Et je perds 18 et 16 contre un R5 qui, je ne savais pas à ce moment-là, mais je m'étais juste dit, bon merde, j'ai encore pas très bien joué. Mais finalement, lui, il joue très très bien parce que je l'ai rejoué tellement de fois derrière. Et si vous regardez ce qu'il est aujourd'hui, il était R5 au moment où c'est joué et là, il est N2. Donc sa montée après, elle était encore bien plus rapide que la mienne. Il avait déjà un très bon niveau de jeu. Donc là, j'ai fait mon bad. Il n'y a pas à me reprocher quoi que ce soit. J'ai joué. Donc ça commençait à être une meilleure pente. Et là, je me dis, et comme quoi tout est mental. Là, je me dis, Antoine, c'est le dernier tournoi. C'est les Sables d'Olonne. Je commençais presque à me faire à l'idée que, bah écoute... je vais finir R4 à la fin de la saison et puis ça mettra plus de 2 ans et c'est comme ça, c'est dommage. J'ai laissé filer 4-5 tournois pour rien, à perdre en poule et même pas gagner un match. Cette phase était vraiment dure. Alors que j'avais fait les choses comme il faut. J'avais fait un mois d'entraînement à Bali et en fait ça m'a ruiné mes tournois derrière. Et je partais sur cette conclusion à me dire, putain ça se trouve, le fait de partir, dès que je pars 2-3 semaines que j'arrête de faire des tournois, je suis vraiment beaucoup plus nul.
Genre, j'arrive plus à me caler sur le rythme de la France. Je suis bon en tournoi quand j'en fais toutes les semaines et que j'arrive à comprendre le niveau de jeu, leur style de jeu, les jeux traquenards qui font que dégager, les mecs qui ont un jeu spécial. Enfin, j'ai l'impression qu'il fallait que je fasse de plus de tournois pour que je me règle. Et par la suite, j'ai compris autre chose. Mais donc, Sable d'Olonne, 8 juillet, et c'est cette demi-finale où je me dis, en fait, dans les poules, je joue mon premier match contre un N3. Alban Poisset, je me dis, putain, je me tape un N3, j'ai intérêt de bien jouer, je sais même pas comment je vais faire. Mais j'ai dit, donne tout, t'as rien à perdre, c'est maintenant ou jamais, donne tout. J'ai tout libéré. Je dis, je joue relâché. Je dois y arriver. Je donne 1000%, je dois y arriver. C'était personnel, quoi. Et donc là, j'ai vraiment joué mon meilleur batch. J'ai gagné 21-15, 21-19 contre N3. Un autre N3 derrière, Maxime Leguerne. Vous vous souvenez que j'avais déjà perdu avant un autre tournoi, là, le match à 25-23 contre l'autre joueur. Bah, j'avais joué contre lui dans les poules et j'avais perdu. J'ai tout donné. 21-14, je gagne au dernier set. Et en fait, là, j'avais calculé les points et je savais déjà que j'étais N3. Il fallait que je gagne ce match pour passer N3. Parce que si je gagnais ce match, je passais en demi-finale et j'étais N3. Ce qui est mentalement mon gros problème, c'est qu'une fois que j'ai atteint mon but, j'ai plus trop envie de jouer. Bon bref, j'ai fait un super match contre Simon Priou après. Et là, il y avait 20-10 ou 19-10 ou 19-13. Je sais plus, j'avais une avance de malade. Et il est remonté, il a gagné 21-19. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était tellement acquis. Et pareil pour la demi. Alors lui jouait très fort. Mais il y avait un meilleur match à faire, je me suis pas vraiment donné. Et je m'en souviens, en fait, j'étais déjà tellement content d'être N3. Voilà. Et tous les tournois d'après, j'étais validé N3 et je suis jamais redescendu. Je suis toujours resté N3 jusqu'à aujourd'hui, où je suis encore N3 un an plus tard. Ça va être ça la nouvelle série maintenant qui va débuter. Vous allez comprendre ce que je mets en place, ce que j'ai appris, quel est mon nouveau coach. Parce qu'il y a un coach qui est là tout le temps maintenant. Comment je m'entraîne. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué ce que j'ai essayé de faire différemment des autres, c'est-à-dire aller voir un top player en Indonésie, aller au Québec, etc., réserver des voyages pour jouer avec des joueurs différents pendant les temps morts en France. J'ai mis du temps à traverser le R4. J'ai vu qu'en me motivant et qu'en bougeant mon mental, je suis capable de gagner des N3 en 2-7. On le voit, ça se fait. C'est là où j'ai pu cogiter et passer un cap. C'est que des verrous à enlever. On sait tout faire, on sait tous faire un smash, on sait tous faire un revers, on sait tous faire un bon amorti. Maintenant, il faut que notre tête tout s'ordonne, il faut du temps, que ça mûrisse, il faut de l'expérience, ce que je n'ai pas. Donc il faut laisser le temps au temps et lâcher cette course, et c'est ce que j'ai commencé à faire, et c'est ce qui porte ses fruits aujourd'hui parce que je suis à mon meilleur niveau aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Et j'ai hâte de vous sortir le prochain épisode où je défie des top players, des N2, des N3, des N1, vous savez la série où je joue contre ça parce que peut-être que j'en ai gagné un truc un peu surprenant. Ça arrive dans les prochaines semaines, je spoil pas. Mais donc cette série de P12 à N3 va maintenant être remplacée de N3 jusqu'à N2, chaque classement, N3 à N2. Donc je vais vous montrer maintenant ce qui vous intéresse, mes futurs entraînements, ce que je fais, etc. Puis ensuite peut-être un jour de N2 à N1, on sait jamais, on verra bien. Maintenant je suis plus dans la course, ça fait déjà 1 an que je suis plus là-dedans. Je veux juste faire les choses bien m'entraîner, ne pas me blesser, me voir progresser, rencontrer des joueurs, etc., etc. Je vous ai partagé tout mon ressenti depuis le début, depuis ce P12. Je suis tellement content d'avoir pu tout retracer avec les dates, etc. et vous illustrer avec tout ce que j'ai pu filmer un petit peu. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce que vous avez joué au plus loin au badminton, que ce soit un petit match en loisir, que ce soit un tournoi. Moi, vous l'avez vu, je suis allé jusqu'à Bali pour jouer. Est-ce qu'il y en a qui ont fait comme moi? Est-ce qu'il y en a qui sont allés en Thaïlande, au Québec, je ne sais où, en Inde? Ou est-ce que c'est peut-être Marseille, dans le sud de la France, ou peu importe, j'ai hâte de savoir, dites-moi ça dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé. Moi je vous réserve de grosses surprises sur cette chaîne. Restez connectés, ça devrait vous plaire. Ciao ciao.